Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur les relations entre les Grecs et les Indiens, un sujet assez peu traité mais fascinant. Donc pour les Grecs, l'Inde, soit l'Inde et le Pakistan actuel, représentent l'extrémité orientale du monde connu et un pays peuplé de créatures fantastiques et d'habitants aux mœurs étranges. L'Inde est pour les Grecs le pays des merveilles. Alors à partir de 1500 avant notre ère, l'Inde du Nord est habitée par des populations indo-européennes, dites indo-aryennes, et se voit divisée en une multitude de petits royaumes. Puis au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Perses occupent des régions situées dans la vallée de l'Indus, et donc ces régions, le Gandhara et le Pendjab, sont ensuite conquises par Alexandre, qui mène une dure campagne en Inde, ce qui marque l'avancée la plus orientale de son périple. Par la suite, à l'époque hellénistique, des rois grecs, donc qui émanent du royaume gréco-bactrien, s'installent en Inde pour fonder des royaumes indo-grecs où s'épanouit une forme de syncrétisme, ainsi qu'en témoigne l'art gréco-bouddhique. Je m'attacherai d'abord à expliquer les origines des Indo-Ariens, ainsi que les grands principes de l'organisation sociale et politique de ce peuple. Et je verrai ensuite les interactions avec les Grecs à l'heure des conquêtes d'Alexandre et des royaumes hellénistiques. Et donc concernant mes sources, je m'appuierai sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué activement pour certaines et qui m'ont demandé, il faut le dire, un certain travail de recherche. Tous les liens en description. Alors voyons en thème numéro 1 les origines des Indo-Ariens. Alors le mot Inde tire son étymologie du grec Indos, qui désigne à la fois le fleuve Indus, donc au nord-ouest du Pakistan actuel, et donc le terme grec est emprunté au vieux persan hindou, qui lui-même provient du sanskrit Sindhu, qui signifie littéralement fleuve. Et au fil du temps, les Grecs élargissent l'utilisation du mot Inde pour désigner la région au-delà de l'Indus. Alors, la période néolithique commence en Inde vers 7000, au Pakistan actuel, autour de vallées fluviales fertiles avec des populations provenant des montagnes du Zagros, donc on dira l'Iran actuel. Et donc ces populations sont les ancêtres des Dravidiens qui désignent par convention les populations habitant l'Inde avant l'arrivée des Indo-Ariens. Alors la vallée de l'Indus commence à être peuplée par des groupes d'agriculteurs et d'éleveurs sédentaires autour de 4000. Puis à partir de 3000 se développe la civilisation de l'Indus ou civilisation harapéenne du nom de la ville d'Harappa. Et donc cette civilisation avancée de l'âge du bronze a été redécouverte assez récemment par les Britanniques dans les années 1920. Et donc elle repose sur une culture urbaine, une maîtrise de l'agriculture et du commerce. Et des interactions avec les civilisations de Mésopotamie sont également attestées. Et donc elle dispose d'un système d'écriture, comme en témoignent des inscriptions brèves de nature administrative et économique, mais cette écriture n'a toujours pas été déchiffrée à ce jour. Alors vers 1900, cette civilisation dite de l'Indus entame son déclin et les sites urbains commencent à être abandonnés. Alors longtemps, l'arrivée des Indo-Ariens a été vue comme le seul facteur de cette destruction, mais d'autres facteurs liés à la surexploitation des sols, à des catastrophes naturelles ou à un déclin du pouvoir politique sont maintenant retenus par les historiens, sachant que la civilisation de l'Indus a commencé à décliner fortement avant même l'arrivée des Indo-Ariens. Et donc les causes apparaissent multifactorielles, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres disparitions de civilisations de la haute antiquité. Donc pensons notamment aux Mycéniens ou aux Hittites. Alors, l'arrivée de ces Indo-Ariens, locuteurs d'une langue indo-européenne, a été lente et progressive, loin de l'idée d'une invasion aryenne comme longtemps avancée. Alors le mot Arya, francisé en arien, est l'endonyme des Indo-Ariens, et donc il signifie littéralement noble. Alors il ne désigne pas uniquement les Indo-Ariens, mais aussi les Indo-Iraniens en général.
l'Iran étant littéralement le royaume des Aryas. Alors, la période correspondant à l'arrivée des Indo-Aryens reste mal connue et sujette à débat, mais des études génétiques récentes ont confirmé un afflux génétique en provenance d'Asie centrale à l'âge du bronze, et donc afflux fortement dirigé par les hommes. Et donc au début du deuxième millénaire, des tribus de pasteurs nomades liées à la culture d'Andronovo migrent vers le sous-continent indien à partir du nord-ouest depuis la Bactriane, soit l'Afghanistan actuel. Et donc ces populations s'installent à partir de 1500 dans la vallée du Gange en assimilant les cultures précédentes. Alors d'autres Indo-Aryens migrent vers le Moyen-Orient pour participer à la fondation du royaume du Mitanni en Haute-Mésopotamie. Alors une culture souvent désignée sous le nom de civilisation védique commence à se développer au nord-ouest du sous-continent indien. Et c'est durant cette période que les textes hindouistes canoniques, tels que les 4 Védas et les Brahmanas, sont composés en sanskrit védique, qui est la première forme écrite attestée de langue indo-européenne. Alors, en tant que langue appartenant à la branche indo-iranienne des langues indo-européennes, le sanskrit est une langue sœur de l'avestique, qui est l'ancêtre du vieux perse. Alors, au XVIIe siècle, des savants émettent l'hypothèse que le sanskrit puisse être la langue mère de toutes les langues indo-européennes, alors qu'en réalité, elle n'en est qu'une branche, certes très ancienne. Alors, comme ces locuteurs s'appellent eux-mêmes les Aryens, ce terme s'impose au XIXe siècle pour désigner les langues et les peuples indo-européens, sachant que le terme indo-européen apparaît, lui, en 1813. Et donc Arthur de Gobineau, dans son fameux essai sur l'inégalité des races humaines en 1855, avance l'idée d'un peuple aryen originaire d'Asie et qui aurait constitué une race prétendument biologiquement pure. Et d'autres savants germaniques situent l'origine des Aryens dans l'Europe nordique, et cette appellation d'Aryen est ensuite bien sûr reprise par les théoriciens du nazisme pour justifier leur idéologie raciste. Alors voyons en thème numéro 2 l'histoire des royaumes indiens. Donc, au cours de la première phase de la période védique, donc vers 1700 avant Jésus-Christ, 16 grands royaumes indiens émergent en assimilant des tribus indo-aryennes et des tribus dravidiennes, soit non indo-européennes. Et donc les deux principaux royaumes sont alors le Gandhara au nord-ouest et le Magadha au nord-est. Alors ces 16 royaumes sont marqués par une cohabitation entre l'hindouisme, le jaïnisme, donc une religion de tradition ascétique, et le bouddhisme qui apparaît au VIe siècle. Alors, le bouddhisme connaît une large diffusion, alors que le brahmanisme, qui est la deuxième des 3 phases de l'hindouisme, n'est pas encore aussi développé que dans les périodes suivantes. Alors, la fin de la période védique, donc au VIe siècle, avant notre ère, est aussi caractérisée par un renouvellement de la mythologie hindouiste et la formation de quelques-uns des concepts majeurs de l'hindouisme, comme la loi du karma et la réincarnation. Alors, l'obligation fondamentale est d'accepter le dharma, qui est donc la loi naturelle, mais aussi l'ordre social, à travers le système des castes, qui va se développer surtout à la fin de l'Antiquité. Alors, les Indo-Aryens forment une société très hiérarchisée et soumettent les populations dravidiennes qu'ils considèrent comme inférieures. Alors, cette organisation va aboutir aux 4 castes, donc organisation qui est officiellement abolie de nos jours, et ces castes se fondent sur la théorie des Varnas, terme qui signifie couleur ou rang en sanskrit. Alors la première caste, le blanc, est celle des brahmanes qui assurent les services religieux et disent la loi. La deuxième caste, le rouge, est celle des gouverneurs et des guerriers. La troisième caste, le jaune, est celle des cultivateurs, des artisans et des marchands. La quatrième caste, le noir, est celle des ouvriers agricoles, des agriculteurs et des serviteurs. Enfin, il existe des Indiens hors caste, les plus pauvres, souvent relégués aux tâches ingrates, appelées intouchables.
Et donc l'appartenance à une caste n'est pas forcément héréditaire, car elle peut être liée à son degré de compréhension du dharma, comme dans le cas des enfants, donc des brahmanes, qui sont d'abord considérés comme appartenant à la deuxième caste, celle des Shudras. Alors les trois premières castes sont typiques de la tripartition indo-européenne telle que théorisée par Georges Dumézil. La quatrième caste étant une création plus tardive née d'un métissage avec les populations dravidiennes. Alors, durant l'Antiquité, ce système des castes est surtout développé dans la plaine du Gange, alors que le centre et le sud de l'Inde y échappent totalement, et sachant aussi que le bouddhisme condamne fermement ce système. Alors, il faut attendre les lois de Manu, rédigées au IIe siècle après Jésus-Christ, pour que le système de caste se généralise avec la promotion de la pureté du sang et de l'endogamie. Alors vers 540, le Gandhara, donc au nord-ouest du Pakistan actuel, est intégré dans des conditions inconnues à l'Empire perse par Cyrus, après qu'il ait occupé la Bactriane voisine. Alors, le Gandhara est cité parmi les 23 satrapies du temps de Darius, et paye un important tribut en raison de ses richesses. Et ce royaume forme les territoires les plus orientaux de l'Empire perse. Et donc à partir de 380, la domination achéménide se fait moins forte et des principautés voient le jour dans le Gandhara et dans la vallée de l'Indus. Alors l'Empire perse contrôle théoriquement la vallée de l'Indus, mais la frontière du pouvoir perse se limite en réalité à cette époque aux régions au pied de l'Hindu-Kush, soit les Paraponizades. Alors, cependant, les relations continuent entre le monde perse et le monde indien, ainsi que l'atteste la présence d'éléphants de guerre et de contingents indiens dans l'armée de Darius III du temps des guerres contre Alexandre le Grand. Alors, voyons au thème numéro 3, les voyages et les ambassades entrepris par les Grecs. Alors, avant les conquêtes d'Alexandre, l'Inde paraît être aux yeux des Grecs une contrée lointaine et mystérieuse, connue par les seuls textes d'Hérodote, d'Hécatée et de Ctésias. Donc ces auteurs qui n'ont pas visité l'Inde ont probablement utilisé le récit de Scyllax, donc qui est le premier témoignage sur l'Inde connu en Occident. Et donc Scyllax est un navigateur grec qui a effectué sur l'ordre de Darius un voyage maritime l'ayant amené dans la vallée de l'Indus depuis le golfe Persique. Alors ce récit de voyage, qui est cité par Hécatée ainsi que par d'autres auteurs, dont Aristote, forge une vision merveilleuse de l'Inde dans l'imaginaire collectif grec. Alors attention, puisque le périple du pseudo-Scyllax a lui été rédigé à la fin du IVe siècle avant notre ère pour décrire une exploration de la Méditerranée. Donc il n'y a rien à voir avec le voyage en Inde. Alors à voir que la vallée du Gange et le plateau du Décan sont inconnus des Grecs jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors il est important de noter que dans la mythologie grecque, Dionysos entreprend un long périple en Inde. Et donc ce mythe renforce l'idée d'une origine indo-européenne commune chez Dionysos et Shiva, donc qui est l'une des trois principales divinités hindoues, ainsi que le montrent leurs attributions, l'ivresse, la débauche et la folie. Il existe d'ailleurs des figures divines comparables dans d'autres panthéons, comme chez les Celtes, les Thraces et les Phrygiens. Alors dans son ouvrage Les Dionysiaques, Nonos de Panopolis, donc un poète du 5e siècle après Jésus-Christ, offre une synthèse de ces légendes en écrivant que Dionysos a dû prouver sa valeur aux autres dieux olympiens en faisant la conquête de l'Inde. Et donc il part avec une armée de bacchantes et de satyres et doit affronter des forces contraires et de nombreux ennemis. Il les amadoue en leur enseignant l'art de la viticulture ainsi que des rites associés à son culte. Et donc ce voyage mythique de Dionysos en Inde est une extension de l'image du dieu, traditionnellement associée à l'exotisme et à la fête. Il témoigne également d'un imaginaire grec au sujet de la propagation de leur culture vers l'Orient. Thème qu'Alexandre, émule de Dionysos, a su reprendre à son compte. Ensuite, aux époques classiques et hellénistiques, l'intérêt pour l'Inde est renouvelé par des histoires et des récits de voyages écrits par des Grecs. Pensons donc à Ctésias, médecin à la cour achéménide, qui écrit une histoire de l'Inde à la fin du 5e siècle,
en plus d'une histoire de la Perse. Et donc ce texte, qui est connu par des allusions et des récits tardifs, est empli de légendes et de créatures mythologiques, comme les licornes, les manticores ou les cynocéphales. Alors Ctésias a recueilli des témoignages oraux à la cour perse pour offrir une description fantaisiste de la vallée de l'Indus, des mœurs de ses habitants et de sa faune fantastique. Alors de manière plus historique, sous le règne de Séleucos, donc Mégasthène, qui était un Ionien, est envoyé comme ambassadeur à la cour du puissant Chandragupta Maurya, donc à Paliputra, qui est l'actuel Patna, dans le Bihar, sur le Gange. Et donc Mégasthène réside une dizaine d'années dans cette ville à partir donc de 303. Et donc son récit, appelé Indica, est connu par Arrien, qui l'utilise pour rédiger une description de l'Inde qui sert de livre 8 à son anabase. Donc qui est bien sûr est le récit des conquêtes d'Alexandre. Et donc ce récit de Mégasthène est également cité par Diodore et par Strabon. Et donc il constitue la première description de l'Inde réalisée par un grec ayant longuement séjourné en Inde. L'admiration de Mégasthène pour Chandragupta, ainsi que pour la beauté de Paliputra, se ressent. Et Mégasthène donc, montre également une certaine fascination pour l'organisation sociale des Indiens et décrit les pratiques religieuses autour des brahmanes ainsi que le système des castes. Il évoque un empire très bien organisé dont le souverain énergique rend la justice en personne. Alors, en termes géographiques, Mégasthène mentionne l'Himalaya, le Tibet et l'île de Ceylan. Il inclut tout de même une part de merveilleux dans son récit en évoquant des animaux mythologiques. Alors l'Indica est durant l'Antiquité une source primordiale de connaissances concernant le monde indien, même si les régions méridionales de l'Inde demeurent encore inconnues des Grecs. Alors, à voir aussi que le troisième roi de la dynastie Maurya, donc Ashoka, est connu pour avoir envoyé des missions de prosélytisme bouddhiste à travers le monde hellénistique. Donc ces ambassadeurs se rendent auprès du Séleucide Antiochos II, donc du Lagide Ptolémée II, du roi d'Épire Alexandre II et du roi de Cyrène Magas. Et donc il est possible d'ailleurs qu'Ashoka ait des origines grecques, car à la suite du traité conclu en 303 avec Séleucos, son grand-père, donc Chandragupta, est censé avoir épousé une fille de Séleucos. Alors ce qui voudrait dire qu'Ashoka pourrait avoir aussi des origines perses par sa mère, Apama. Donc cette mission est attestée par l'édit numéro 13 d'Ashoka, donc qui est daté de 260 avant Jésus-Christ. Donc édit écrit en brahmi et gravé dans la pierre. Et une version en grec de ces édits a d'ailleurs été retrouvée à Kandahar, en Afghanistan actuel. Mais cette version grecque est très lacunaire et ne mentionne pas les missions de prosélytisme. Alors, outre la mention de ces ambassades et de guerres contre un royaume voisin, cet édit évoque les populations grecques vivant dans l'empire Maurya. Et donc ces missions de prosélytisme bouddhiste ne sont pas mentionnées par les sources littéraires grecques, et leur réception par les souverains hellénistiques demeure inconnue. Il n'en demeure pas moins qu'elle prouve les interactions dans l'Antiquité entre des mondes très lointains. Alors voyons en thème numéro 4, Alexandre le Grand en Inde. La campagne d'Alexandre en Inde est la première rencontre militaire entre le monde grec et le monde indien. Donc après avoir soumis l'Empire perse, le roi de Macédoine se lance en 326 dans une campagne avec pour objectif principal de soumettre le Pendjab du roi Poros, qu'il défait avec difficulté à la bataille de l'Hydaspe. Alors Alexandre fait ensuite la conquête de la vallée de l'Indus pour atteindre les rives de l'océan Indien et pour entamer le voyage de retour vers Babylone. Et donc ces opérations en Inde sont bien connues grâce aux récits d'Aristobule, d'Onésicrite et de Néarque, donc des contemporains, qui ont été repris par Arrien et dans une moindre mesure par Diodore, Strabon et Plutarque. Alors, l'objectif d'Alexandre est de restaurer les limites de l'empire de Darius afin d'en tirer des profits économiques et de contrôler l'ensemble des grandes routes commerciales. Donc pour revenir aux origines de cette campagne indienne, Alexandre se laisse convaincre par Taxilès, donc alors qu'il se trouve en Sogdiane, d'intervenir contre son ambitieux voisin Poros, qui règne sur
une tribu du Pendjab, donc les Pauravas, dans le Pakistan actuel. Alors, Alexandre est aussi conseillé par un prince indien qui s'appelle Sisikotos, qui s'est rallié à lui. Et la présence dans son armée de marins égyptiens, phéniciens et chypriotes montre qu'Alexandre prévoit déjà à cette date de descendre la vallée de l'Indus. Et donc au printemps 327, Alexandre quitte la Bactriane pour l'Inde, à la tête de 120 000 personnes, combattants et non combattants inclus, avec les fidèles Héphaïstions et Perdiccas en avant-garde. Alors les Assassènes, une tribu apparentée aux Saka et aux Massagètes, lui opposent une vive résistance. Alexandre prend d'assaut leur capitale Massaga, dans le Cachemire pakistanais actuel. Donc leur place forte, qui est réputée imprenable, surnommée Aornos, littéralement où l'oiseau ne peut voler, est prise difficilement au printemps 326. Alors à voir qu'Aornos désigne aussi la citadelle de Sogdiane, dans laquelle Alexandre a capturé Roxane l'année précédente. Donc Alexandre peut franchir l'Indus grâce au pont construit par Héphaïstion et Perdiccas et marcher contre Poros sur l'Hydaspe, l'un des affluents de l'Indus. Alors Poros dispose d'une armée si nombreuse, forte de 300 éléphants et de redoutables archers, qu'Alexandre décide de l'attaquer immédiatement avant l'arrivée de renforts éventuels. Et donc à l'issue d'une bataille particulièrement sanglante, qui voit Alexandre d'ailleurs changer sa tactique habituelle, Poros est défait. Bucéphale meurt de fatigue et Alexandre dédie à son cheval la construction d'une cité. Et donc Alexandre reçoit la soumission de Poros, qu'il maintient néanmoins en place en échange d'un abandon de ses prétentions au-delà de l'Hydaspe. Alors Alexandre comprend surtout qu'il ne peut pas assurer sa domination dans des territoires aussi éloignés. Poros lui parle alors du puissant royaume des Nanda de Patna dans la vallée du Gange. Donc Alexandre décide de poursuivre vers l'est, mais il doit mener en chemin d'âpres combats contre de petites républiques indiennes. Alexandre compte franchir le fleuve Iphaz pour faire une démonstration de force face aux Nanda, comprenant qu'ils seraient de puissants adversaires. Mais après 8 années de campagne, ses soldats refusent d'avancer plus loin, et Alexandre doit se résoudre à rebrousser chemin. Il pense tout de même à faire ériger d'immenses autels pour marquer la fin de son périple. Donc Alexandre organise le retour par l'Indus en faisant construire une immense flotte, tandis que Cratère et Héphaïstion longent les deux rives avec le gros de l'armée. En chemin, certains peuples, dont les Catéens, les Maliens et les Oxydrarques, se soulèvent. Et en novembre 326, Alexandre attaque une ville peuplée de Brahmanes, ce qui provoque une rébellion qui se propage rapidement chez les Maliens, qu'on appelle aussi les Malavas. Et au cours d'un assaut, Alexandre grimpe de manière très téméraire sur les murs par une échelle, et il manque d'être tué par des traits de flèche, et il ne doit la vie sauve qu'à 2 de ses gardes du corps. Et il est si gravement blessé que l'armée croit un temps en sa mort, ce qui interrompt momentanément l'expédition. Alors, Peyton se voit confier la répression contre les Maliens qui sont impitoyablement massacrés. La peur des Macédoniens est telle que les habitants de la Patalène, donc la région dans le delta de l'Indus, préfèrent fuir avant l'arrivée d'Alexandre. Et donc une nouvelle satrapie qui est confiée à Peyton est fondée dans la région du Sindh. Et donc Alexandre peut rejoindre l'embouchure de l'Indus au printemps 325. Et parvenus sur les rives de l'océan Indien, les Gréco-Macédoniens sont étonnés par le phénomène des marées, quasi inconnues en Méditerranée. Alexandre construit un port et des arsenaux à Patala afin d'établir des liens commerciaux entre cette lointaine région et le reste de son empire. Il peut alors organiser le retour, qui s'avère difficile, vers Babylone, où il meurt en 323. Alors à voir qu'Alexandre ordonne à Néarque, donc le Crétois, de diriger une mission d'exploration maritime entre l'embouchure de l'Indus et le golfe Persique, afin d'ouvrir une voie commerciale. Donc, secondé par Onésicrite, le futur historien, Néarque commande une flotte de 120 navires, dont certains sont d'inspiration phénicienne et chypriote. Et donc la flotte prend la mer en octobre 325, avec un mois de retard à cause des vents de mousson.
Et donc la flotte longe les côtes de la mer d'Arabie pour allier l'embouchure de l'Euphrate. Alors que dans le même temps, Alexandre longe la côte sud de la Gédrosie dans le but de ravitailler la flotte en chemin. Alors, la traversée par Alexandre du désert de Makran s'avère un désastre pour l'armée macédonienne et jamais la flotte de Néarque n'a pu disposer d'un ravitaillement. Et après 80 jours de navigation épique, émaillée de tempêtes et de rencontres avec des baleines, Néarque parvient dans le détroit d'Ormuz. Et donc ce voyage inaugure la partie orientale de la route des épices, de l'encens, des perles et des pierres précieuses que suivent à l'époque médiévale les navigateurs byzantins, arabes et indiens. Voyons en thème numéro 5 les relations avec les Séleucides. Donc après la mort d'Alexandre, les Gréco-Macédoniens perdent pour un temps leur influence sur le monde indien, alors que l'empire Nanda s'est étendu dans la vallée du Gange. Et donc Séleucos, qui gouverne les provinces orientales depuis Babylone, entend restaurer l'empire d'Alexandre en Inde en intégrant le Pendjab et le Gandhara, et il s'avance en 308 vers l'Indus. Et donc à partir de 305, il mène une guerre contre Chandragupta, le roi de Magadha, et fondateur de la dynastie des Maurya, qui a évincé les Nanda et le royaume de Taxila, qui était alors l'allié des Macédoniens. Alors le déroulement de cette guerre est inconnu, mais on suppose que Séleucos aurait pu franchir l'Indus, mais qu'il échoue face à Chandragupta, qui occupe ensuite le Gandhara, l'Hindu-Kush et le Pendjab. Et en 303, Séleucos est contraint de signer un traité de paix, alors qu'au même moment, Antigone le Borgne menace l'équilibre des forces entre les diadoques. Donc ça explique que Séleucos doive abandonner ses prétentions dans les satrapies indiennes, ainsi que dans la partie orientale de la Gédrosie de l'Arakosie. Alors en guise de compensation, Séleucos reçoit un contingent de 500 éléphants de guerre qui lui seront bien utiles pour lui donner la victoire à la bataille d'Ipsos contre Antigone le Borgne. Alors, cependant, Séleucos n'a reçu que des éléphants mâles, car Chandragupta veut éviter que les Grecs puissent en posséder durablement. Alors dans le même temps, comme on l'a vu tout à l'heure, Séleucos dépêche un ambassadeur, donc Mégastène, à la cour des Maurya. Alors le traité entre Séleucos et Chandragupta marque un tournant dans l'histoire hellénistique avec l'abandon des ambitions indiennes. Donc Séleucos montre un certain réalisme en abandonnant des territoires lointains et difficiles d'accès. Et il préfère se tourner vers l'Occident pour lutter contre Antigone, et il se voit d'ailleurs récompensé en récupérant la Syrie et une partie de l'Anatolie. Alors ce traité représente également un enjeu commercial puisqu'il permet à Séleucos d'assurer la sécurité de ses échanges avec le monde indien. Alors à la suite de sa victoire contre Séleucos, la renommée de Chandragupta se répand dans le monde hellénistique, son empire étant alors reconnu comme une grande puissance. À voir que les Ptolémées envoient eux aussi des ambassadeurs à la cour de Patna. Voyons en thème numéro 6, les Indiens vus par les Grecs. Donc l'Inde est considérée par les Grecs comme une contrée mystérieuse et dangereuse, et elle est associée à des récits mythologiques et merveilleux. Alors comme la plupart des navigateurs et négociants européens des temps modernes, les Grecs sont fascinés par ses richesses agricoles et ses produits luxueux comme les épices et les pierres précieuses. Alors les campagnes d'Alexandre en Inde ont été racontées par plusieurs contemporains, dont les récits sont remplis d'informations et d'anecdotes saisissantes. Et tous ces récits ont été repris par des auteurs tardifs. Donc citons Aristobule, ingénieur et historien dont s'inspire Arien, Onésicrite, philosophe et navigateur dont s'inspire Arien et surtout Strabon. Citons également Néarque, le navigateur crétois dont s'inspire aussi Arien et Strabon. Alors, l'expédition d'Alexandre en Inde s'est déroulée dans le bassin de l'Indus, qui est alors divisé en une multitude de petits États et de tribus, comme les Pauravas ou les Maliens. Alors, la région compte un grand nombre de villes de taille variable, et les Grecs sont très impressionnés par les pratiques agricoles de l'Inde. Ainsi, dans la vallée du Swat, Alexandre saisit 230 000 bœufs, alors peut-être des zébus, dans l'intention de les envoyer en Macédoine. Alors, Aristobule décrit la culture du riz, Onésicrite rapporte, lui, l'existence de la culture du mil,
Quant à Néarque, il décrit la canne à sucre comme des roseaux produisant du miel. Néarque mentionne également que les Indiens portent des vêtements en coton. Par ailleurs, Onésicrite décrit des pratiques esclavagistes et eugénistes. Aristobule mentionne que des gens pauvres de Taxila vendent leurs filles. Il évoque aussi des veuves qui s'immolent sur le bûcher de leur mari et le fait que des cadavres soient donnés aux vautours. Néarque mentionne également que les Indiens écrivent des lettres sur un tissu étroitement tissé. Il atteste également d'une science médicale en Inde en racontant qu'Alexandre doit faire appel à des guérisseurs indiens après une piqûre de serpent, alors que les médecins grecs n'ont pas su trouver de remède. À voir que les récits contemporains des conquêtes d'Alexandre ne mentionnent aucune autre science de l'Inde. Les auteurs antiques sont particulièrement impressionnés par les brahmanes, la culture sacerdotale des Indiens, dont le rôle est alors primordial, ainsi que le prouve la révolte des Maliens après l'attaque par Alexandre d'une ville peuplée de brahmanes. Alors dans ce sens, Onésicrite demande à un brahmane de lui enseigner sa doctrine ascétique. Les auteurs contemporains des conquêtes d'Alexandre mentionnent également des philosophes nus ou gymnosophistes, donc assimilés aux sadhus et samni-asines hindouistes. Alexandre fait ainsi la rencontre près de Taxila d'un gymnosophiste que les Grecs appellent Kalanos, et donc il est très estimé d'Alexandre et l'accompagne durant le périple en Inde. Alors épuisé par le voyage de retour en raison de son grand âge, Kalanos informe à Alexandre de son désir de mourir. Il décide de finir ses jours en s'immolant. Alors Alexandre tente en vain de l'en dissuader, mais finit par demander à Ptolémée de lui faire construire un bûcher. Alors l'immolation se déroule à Suse en 325, en l'absence d'Alexandre. Kalanos reste impassible au milieu des flammes, au grand étonnement des témoins de la scène. Alexandre lui accorde des funérailles grandioses et des jeux funéraires sont organisés en son honneur. Enfin, les sources contemporaines des conquêtes d'Alexandre ne font pas référence au bouddhisme et ne mentionnent pas directement le système des castes qui, on l'a vu, va surtout se développer à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, après le départ d'Alexandre, des garnisons gréco-macédoniennes demeurent dans le Pendjab et les unions mixtes entre soldats grecs et femmes autochtones n'ont, semble-t-il, pas été rares. Voyons au thème numéro 7, les royaumes indo-grecs. La fondation du royaume gréco-bactrien vers 235, donc après sa sécession des Séleucides, augmente le tropisme des Grecs vers le monde indien. Alors à voir que le roi gréco-bactrien Démétrios a conquis les marges occidentales de l'Inde en intégrant les Paropannizades, l'Arakosie et la Drangiane, soit l'Afghanistan et le Pakistan actuel. Donc on est là entre 206 et 200 avant Jésus-Christ. Il profite en fait du départ de l'armée séleucide après l'expédition d'Antiochos III. Et donc Démétrios entend assurer donc sa domination vers le delta de l'Indus et mène différentes expéditions. Alors après sa mort, son royaume est un temps divisé en 3 parties avant d'être réunifié par le roi Eucratide. Mais l'invasion de la Bactriane entre 150 et 130 donc par les Parthes et les Huésies, donc un peuple nomade assimilé aux Tochariens, oblige les Gréco-Bactriens à migrer vers les royaumes d'au-delà l'Hindu-Kush, ce qui marque la fondation des royaumes dits indo-grecs. Et donc ces royaumes, dont l'histoire reste assez méconnue et complexe à démêler, mêlent tradition grecque et bouddhiste et perdurent pour certains jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors ces royaumes aux frontières imprécises correspondent à l'Afghanistan, au nord du Pakistan et au nord-ouest de l'Inde actuelle. Ils sont formés sur les territoires conquis par Alexandre, perdus ensuite par Séleucos au profit de l'empire Maurya et reconquis finalement par les Gréco-Bactriens à la fin du IIIe siècle, donc on l'a dit après la dislocation de l'empire Maurya. Alors une trentaine de souverains indo-grecs sont attestés par d'abondantes émissions monétaires. Alors après la perte de la Bactriane face aux Parthes et aux Huésies, le territoire indo-grec est divisé en royaumes rivaux. Et donc le territoire contrôlé par les Grecs est de plus en plus réduit à la suite de l'invasion des Sakas, qui sont les Scythes d'Asie.
Et la dernière grande ville grecque de la région, donc Alexandrie du Caucase, donc qui correspond à Begram en Afghanistan, est prise par les Indo-Parthes vers 20 après Jésus-Christ. Et tombe par la suite aux mains des Kushan, donc les héritiers des Uézi. Et les derniers royaumes indo-grecs sont absorbés au 1er siècle après Jésus-Christ par le royaume Indo-Parthe, puis par l'empire Kushan. Alors de nombreux Grecs, chassés de Bactriane, donc par l'invasion des Parthes et des Uézi, affluent en Inde, ce qui génère des tensions politiques et culturelles avec les autochtones. Sachant aussi que le système des castes rend difficile les unions mixtes. Mais durant leurs 2 siècles d'existence, les royaumes indo-grecs sont parvenus à développer une civilisation originale et syncrétique avec l'hellénisme comme facteur d'unification. Et longtemps après leur disparition, la culture grecque continue de bénéficier d'un grand prestige dans le monde indien. Alors, il existe quelques cas de conversion de grec à l'hindouisme ou au bouddhisme. Alors, jusqu'au règne du roi Kanishka, donc, qui a régné de 127 à 150 de notre ère, donc Kanishka qui est le principal roi Kushan, le grec est la langue officielle de l'empire Kushan. À voir tout de même que la langue bactrienne est ensuite introduite, mais elle reste écrite avec un alphabet grec. Alors, sous l'influence des Kushan, le bouddhisme se répand sans que cela ne nuise aux autres religions. Un syncrétisme se développe pour donner naissance à l'art gréco-bouddhique, art fascinant, attesté par la sculpture, la peinture, la monnaie et l'architecture, notamment dans la ville de Taxila. Et cet art, qui voit des statues de Bouddha porter des traits associés à Apollon, apparaît au Gandhara au début du 1er siècle après notre ère. Il s'épanouit à travers des styles régionaux jusqu'au 7e siècle, en se caractérisant par un réalisme typique de l'art hellénistique. Il rayonne ensuite dans toute l'Asie orientale, jusqu'en Chine, en Corée et au Japon de cette époque. Et il inspire également l'expression artistique et architecturale d'autres religions, notamment l'hindouisme. Et à voir que les temples bouddhistes d'Angkor, donc érigés au Cambodge par les Khmers du 9e au 14e siècle, témoignent de cette influence grecque sans cesse renouvelée. En conclusion, l'Inde représente pour les Grecs le comble de l'exotisme et un monde fascinant. Les Grecs louent la sagesse des brahmanes et l'organisation des États indiens et montrent leur intérêt par des voyages de découverte et des ambassades diplomatiques. L'expédition d'Alexandre en Inde a considérablement influencé la perception grecque de ce pays et de ses habitants. Les récits de ses conquêtes contribuant à alimenter le mythe de l'Inde vue comme une terre d'aventure et de défis. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.